Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue, vous êtes sur Gabon 24. Alors que s'annonce enfin peut-être la sortie de crise sanitaire, certains s'interrogent sur ce à quoi ressemblera le monde d'après. D'aucuns soutiennent déjà que l'entreprise de demain sera plus inclusive et plus solidaire. Aujourd'hui, les entreprises en croissance font face à plusieurs défis. Différents problèmes et occasions exigent différentes solutions car ce qui a fonctionné il y a un an pourrait aujourd'hui ne pas être la bonne approche. Alors, il faut innover et accepter de se challenger. Quels sont les grands challenges de l'entreprise de demain? Nous allons répondre à cette question avec notre invité du jour. Écho de l'écho démarre donc avec cette question. Dites-nous, qu'est-ce qu'une entreprise? Voici vos réponses. Oh, une entreprise, c'est une administration qui est mise en place pour entreprendre certainement des activités sur un territoire, etc. Une organisation où... Une entreprise, c'est une... Entreprise, c'est une boîte dirigée par des entrepreneurs, soit en association. Les gens s'associent pour créer quelque chose. Là, je sais pas. Entreprise est le mot qui fait l'écho. La voix, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'une entreprise finalement? Bonsoir à tous. La question mérite d'être posée. En effet, les entreprises sont au cœur de nos vies. Il est donc essentiel de mieux les connaître. Une entreprise est une organisation humaine dont le but est de produire des biens ou des services en vue de les délivrer à des clients, cela dans un but d'équilibre ou d'excédent financier, c'est-à-dire la rentabilité, le profit. D'après l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'entreprise est une unité économique juridiquement autonome dont la fonction principale est de produire des biens ou des services pour le marché. Autrement dit, il y a entreprise dès que des personnes mobilisent leur talent et leur énergie, rassemblent des moyens matériels et de l'argent pour apporter un produit ou un service à des clients. En tant que consommateurs, nous nous appuyons à chaque pas sur ces organisations qui nous nourrissent, nous vêtissent, nous transportent, nous divertissent, nous maintiennent en bonne santé, nous fournissent les moyens de communication, les équipements et l'énergie dont nous avons besoin. En tant qu'employés ou entrepreneurs, nous trouvons dans l'entreprise l'un de nos principaux champs d'expression. Voilà Modeste. Alors Salomon Eman, vous êtes Senior Advisor, bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Madame. On parle des défis, des challenges de l'entreprise de demain, mais déjà dites-nous aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles font face les entreprises de façon générale? Bon, de façon générale, on est en train de sortir, ou on sort encore d'une crise sanitaire. On a le contexte international qui est bouleversé avec la guerre en Ukraine et toutes les implications et toutes les conséquences que ça a en termes d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, les grands défis, c'est de se remettre sur les rails, de réouvrir, de pouvoir s'approvisionner et surtout de voir demain comment améliorer les process en fonction de toutes les contingences qu'il a fallu avoir depuis le début de la crise sanitaire. D'accord, donc plein de paramètres que l'on peut classer d'après des différentes discussions que nous avons eues avec vous en 4 catégories. On commence par la transformation digitale et puis peut-être vous demander, c'est quoi l'impact de la transformation digitale aujourd'hui dans les entreprises?
Il faut bien comprendre que nous allons un peu trop vite quand on dit transformation digitale, parce que transformation digitale, ça implique d'abord 2 paramètres. Le premier, c'est la digitalisation. Digitalisation. Alors, digitalisation, on pourrait dire la numérisation. Quand vous faites du digital, il faut des données. Ça commence par les données. Vous ouvrez une page sur Facebook, il faut bien que vous mettiez vos coordonnées pour qu'on puisse vous joindre, vous mettiez les photos et tout ça. Donc la digitalisation, c'est transformer tout ce qui est analogique, tout ce qui est données, papier, musique, machin, en données numériques, en support numérique, de telle sorte que ça puisse être géré du point de vue digital. Donc, transmis rapidement, que ça puisse être archivé. Donc tout commence par là. Quand vous prenez Google, vous tapez Gabon, il va vous sortir toute une liste de données. Mais ces données, elles ont bien été mises dans le système. Et c'est l'un des gros problèmes que nous avons parce que nous avons des problèmes déjà d'archivage physique et l'archivage numérique fait en sorte que nous soyons limités. Ensuite, il y a la digitalisation. C'est-à-dire, donc, quand on parle de digitalisation, on parle de data, de données. Quand on parle de digitalisation, on parle de business process. D'accord. Alors, c'est comment tous les moyens digitaux vont permettre, parce qu'on en parle d'entreprise, en termes de business contexte, dans un business d'affaires, vous permettre d'avoir plus de valeur et de vous différencier, d'avoir un avantage compétitif par rapport à vos concurrents. Et comment cela va être appréhendé par votre entreprise. Alors, je prends un exemple simple. Dans le monde analogique normal, ou l'entreprise d'avant, vous envoyez un courrier, on va vous dire faites un courrier manuel. Alors vous écrivez votre courrier, et vous allez le déposer. En termes de digitalisation, business process, on passe par l'email. Tout de suite, email, en quelques secondes, on gagne du temps. Ça peut être envoyé en même temps à 1000 personnes. Donc, il y a des gens qui font de la publicité via... voilà. Donc, envoyer en même temps à 1000 personnes, ça peut être traité, ça peut être archivé, ça peut être classé en termes de poids, en termes de... Donc, quand je parle, c'est en mégaoctets, octets, par fonction, si on peut rajouter des images, on peut tout de suite le transférer en ajoutant... Est-ce que vous voyez un peu? Mais est-ce que tout le monde, je parle en tant que professionnel ayant fait dans une vie antérieure des achats, vous lancez un appel d'offres, quelqu'un vous dit il n'a pas d'email. Mais on est au XXe siècle. D'accord. Donc, on parle de transformation digitale, mais il faut encore que les entreprises puissent aujourd'hui appréhender tous les outils digitaux qui sont mis à leur disposition. Et justement, appréhender tous ces outils digitaux-là, parce que finalement, peut-être que les enjeux de la digitalisation, c'est ce que vous venez d'énumérer, la rapidité, la compétitivité et quoi d'autre en termes d'enjeux? En termes d'enjeux, c'est la capacité aussi d'avoir de la valeur, d'augmenter sa valeur et on va dire sa prospective et sa vision stratégique pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que la digitalisation nous permet par exemple de toucher 1000 personnes. Donc en une seconde, aujourd'hui, vous pouvez savoir ce que 1000 personnes commandent. Là, on parle maintenant de gestion de la donnée. En gérant stratégiquement la donnée, vous pouvez savoir que sur les 1000 personnes qui regardent votre émission, 10 viennent de Libreville et puis 300 viennent de Port-Gentil. Alors, est-ce qu'il vaut mieux faire une émission pour des gens de Port-Gentil? Est-ce que là-bas, il y a véritablement un capital où il y a de l'argent à gagner, à se faire là-bas? Donc, en fonction de la gestion stratégique des données, donc Strategic Data Management, vous pouvez rapidement, aujourd'hui, avec le digital, améliorer vos process, savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, redéfinir vos stratégies et effectivement faire des bénéfices. Donc une meilleure gestion des données, et vous le disiez tout à l'heure, vous êtes quelqu'un qui a travaillé dans ce domaine-là, vous savez les difficultés que vivent ces entreprises-là dans leur transformation digitale. Qu'est-ce qui revient généralement en termes de problématiques? Bon, en termes de problématiques, souvent dans le digital, c'est adapter l'offre à la demande. Vous savez, en termes d'achat, par exemple, la surqualité coûte aussi cher que la sous-qualité. Donc, vous allez acheter un outil, mais qui va vous coûter un certain prix, mais en termes de capacité et de besoin, vous n'en servez vraiment pas. Donc, vous avez déjà perdu de l'argent rien qu'en achetant l'outil. Ensuite, il y a la prise en main, l'ergonomie. Deux fois, il est difficile pour aujourd'hui quelqu'un d'utiliser, quand on parle digital, on parle autant d'ordinateur, on parle autant d'écran, de tablette, on parle autant de téléphone. Donc les gens ne savent même pas utiliser l'outil. Donc vous avez un outil que vous pouvez utiliser à 110% et vous l'utilisez qu'à 20%. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas formés. Les gens n'ont pas la capacité de l'appréhender. Ensuite, le logiciel même ou l'application que vous mettez en ligne, elle est rébarbative.
quand je parlais de strategic data management, si vous avez énormément de données et que ce n'est pas géré de façon stratégique, ben, les gens ils vont se perdre dans la masse de données. Donc aujourd'hui, même dans l'entreprise, on va oublier de mettre telle donnée qui est stratégique et on va en mettre une autre qui n'est pas stratégique pour nous. D'accord. C'est pour ça que je parlais d'adaptation du besoin réellement à la demande qui est faite. Mais, Voilà. En face de ça, il y a des risques aussi, parce que quand on parle de données, quand on décide de mettre en ligne, par exemple, nos données à caractère personnel, est-ce que les entreprises aujourd'hui, puisque vous avez sillonné un peu ce domaine-là, est-ce que les entreprises ont la capacité de nous protéger finalement? Quels sont les risques qui viennent avec la digitalisation, la transformation digitale? Très souvent, en termes de digitalisation et de transformation digitale, il faut savoir que la transformation digitale, on est people focus, c'est-à-dire que on part des données, des business process, et là, on s'occupe du client, de la personne. Donc, on protège ces données, on met en place une charte. Et souvent, vous allez remarquer dans les sites web ou dans les applications, on vous fait cocher la case. Comme quoi, on dit, voilà, vous n'acceptez pas que vos données soient partagées avec d'autres sites, qui soient des sites connexes à l'application, au site où vous êtes allé, ou bien avec d'autres personnes tiers. Donc, il faut à tout prix protéger les données. Ça demande de s'équiper pour ça et d'avoir aussi un arsenal juridique. Et puis, il y a l'autre volet qui est la cybersécurité. Donc, aujourd'hui, avec toutes ces applications, il y a des gens qui maîtrisent les données, qui maîtrisent la gestion des applications, qui maîtrisent la gestion de toutes ces nouvelles autoroutes de l'information sur Internet. Et certains, dans des travers qu'on peut appeler comme des hackers. Ils sont capables d'aller attaquer des banques, d'aller prendre de l'argent dans des banques, dans des comptes en banque. Ils sont capables de bloquer des sites web. Ils sont capables de faire tellement de choses qui vont à un moment bloquer l'économie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est vraiment un enjeu stratégique pour toutes les entreprises qui se lancent dans la transformation digitale. Je rappelle que la transformation digitale est people focus. Donc, si vous êtes customer centric, vous êtes centré sur vos clients, il faut à tout prix protéger leurs données. Un autre défi, c'est celui de la gestion des talents en entreprise. Voilà quelque chose que devront maîtriser les entreprises de demain. Il existe une dualité au sein d'une entreprise. Elle pense et agit sur le court terme, mais sa survie dépend de sa stratégie aussi sur le long terme. Est-ce le cas pour toutes les entreprises? Est-ce que toutes les entreprises, tous les domaines confondus, réfléchissent et fonctionnent de la même façon? Non. Autant il y a le vert, le jaune et le bleu, autant il y a des entreprises diverses. Toutefois, le talent management, c'est un élément qui me touche énormément parce que l'humain est au cœur de tout. En termes de management aussi, il est important que quand on passe à la digitalisation, qu'on n'abuse pas de cette digitalisation parce qu'il y a aussi des parties où on aimerait qu'il reste un humain auprès de nous pour recevoir, pour nous accueillir, pour nous apaiser. Il y a des entreprises où les clients arrivent, ils sont hyper nerveux. Et en termes de talent management, dans les entreprises, c'est la même chose. C'est-à-dire que toutes les entreprises sont appelées à être gérées par d'abord des hommes. Même quand je parlais de strategic data management, mais qui met les données analogiques et les transforme? Ça ne se fait pas automatiquement. Il faut bien que quelqu'un sélectionne, il faut bien que quelqu'un priorise, il faut bien que quelqu'un assure le suivi, la supervision, il faut bien que quelqu'un reporte. Voilà. Donc, c'est l'être humain. Et aujourd'hui, quand on parle de talent management, on va le faire simplement. Vous avez ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Dans la gestion des ressources humaines, il y a deux plans. Il y a un plan administratif et un plan stratégique. Alors souvent, sous nos latitudes équatoriales, l'entreprise s'intéresse plus à la partie administrative. Le recrutement, la paye, savoir les congés, combien de personnes vont aller, de stagiaires on va prendre, tout ça. Mais il y a la partie stratégique. Ces personnes que vous embauchez, qui est qui? Qui fait quoi? Qui est capable de quoi? On ne parle pas là seulement quand on parle de talent management, on parle de stratégie au sein même des ressources humaines. Et on parle de la gestion stratégique en termes anglo-saxons, des high skills, donc de personnes hautement compétentes.
hautement équipés intellectuellement. Mais ce n'est pas, comme on le pense souvent chez nous, le fait d'avoir fait HEC ou Harvard. Le talent, ça va au-delà de la simple compétence académique, je vais dire. Et là, vous faites bien de parler Voilà. de manager. Est-ce que c'est là leur rôle essentiel, principal, celui de juger de qui fait quoi et comment? C'est quoi le rôle principal d'un Très bonne manager question. de talent Voilà. au sein Très d'une bonne entreprise, question. bien sûr? On va commencer par la base. Être cadre, c'est quoi? C'est définir le cadre. Mais c'est aussi encadrer, donner le périmètre, donner les moyens, donner le contexte pour que quelqu'un puisse travailler. Et le rôle du cadre, du manager, c'est justement de déceler dans les employés, dans les collègues qu'il a, ce talent, cette valeur qui peut valoriser l'entreprise. D'accord. Et quand je dis entreprise, j'insiste, nous sommes à l'écho de l'écho. C'est-à-dire qu'ici, on parle de business. Le business, bien sûr, Donc, de productivité. de gestion des risques, d'opportunités, mais aussi de profit. Il faut bien comprendre, l'entreprise, c'est un tout cohérent. Vous avez parlé d'entreprise au début. Qu'est-ce qu'une entreprise? On crée une entreprise parce qu'on a l'humilité de reconnaître qu'on ne peut pas tout faire soi-même. L'entreprise, c'est un tout cohérent. On travaille. Il faut être capable dans l'entreprise d'aujourd'hui de travailler seul, mais il faut être aussi capable de travailler en équipe. Avec le Covid, les gens ont pu travailler à la maison, à distance, aussi en présentiel. Mais le lieu de travail, aujourd'hui, devient un hub social où les gens viennent pour des réunions ou pour travailler ensemble. Et on travaille en termes d'équipe. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, dans l'entreprise moderne, attendre autour de vous que des béni-oui-oui. D'abord, le rôle d'un manager, c'est de créer plus de leaders. Un leader crée plus de leaders, pas plus de suiveurs. Vous devez être capable demain de dire, ce jeune homme, ce qu'il est devenu, c'est moi. D'accord, très C'est bien. le principe, Mais voilà. comment on fait? On cherche dans une entreprise, il faut mettre des moyens pour encadrer les employés, pour mettre en avant leurs différents talents, pour les rendre assez polyvalents. Comment on fait pour allier ça avec la productivité? Est-ce qu'il n'y a pas un pan qui va subir plus que l'autre en termes de profit? Il faut faire attention. C'est-à-dire que j'ai un de mes chefs qui aime dire qu'avec les conditions actuelles, il faut qu'on apprenne à faire plus avec moi. C'est facile à dire, mais il n'y a pas plus réaliste. Aujourd'hui, vous créez une entreprise, si vous avez moins, ben vous essayez de faire du mieux que vous pouvez avec. Mais un manager, c'est quelqu'un qui est avant tout réaliste. Il faut bien comprendre où est-ce que ça commence, où est-ce que ça sort. Quels sont les moyens que j'ai à ma disposition et comment je peux gérer tout ça. Vous parlez de productivité avec les employés que nous avons. Encourager l'employé aujourd'hui, ce n'est pas forcément une affaire d'argent. Déjà, l'écoute. Écoutez son employé. Vous avez une entreprise, vous avez 2000 employés, c'est 2000 cerveaux. Chez moi, à Bingoma, on dirait 2000 vampires. C'est-à-dire des gens qui ont des galaxies dans leur tête, qui ont des cultures. On est près de 50 ethnies dans ce pays. Écoutez tous ces gens. Parlez avec eux, mais de façon structurée, de façon rationnelle. Et puis, il faut mettre un cadre pour que ça aille vite. On n'est pas là pour discuter pendant 3 heures ou faire de la réunionnite. Mais le fait d'écouter ses employés, le fait de reconnaître que quelqu'un a bien fait, de féliciter quelqu'un quand il a bien fait. Permettez aux gens aujourd'hui de vous dire ce qu'ils pensent, mais de façon structurée. Écoute, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit, fais-moi mes mots. Voilà. Permettez aux gens d'être formés. Voilà. Et puis, arrêtons avec l'académisme. Donc, miser sur la ressource humaine, forcément, il y a des retombées économiques, un profit pour l'entreprise. Troisième pan de nos différents challenges, il y a celui en rapport avec l'environnement et l'inclusion. Déjà, ces deux aspects ont quel impact sur l'entreprise? L'entreprise, elle ne vit pas sur une île. Elle vit dans un environnement, un contexte qui peut être économique, qui peut être aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Ça se passe en Ukraine, hein. Je ne sais même pas où ça se trouve, mais ça a un impact sur le coût de la farine chez moi. Voilà. Ça redéfinit comment moi je vais gérer ma vie. Donc l'entreprise primaire, c'était Tech, Make, West. Donc on prend des ressources comme on veut, on fabrique ce qu'on veut, et puis il y a les déchets. Voilà. Mais ces déchets-là, aujourd'hui, ils ont un impact sur nous. Sur nous, bien sûr. Voilà. D'où ce qu'on appelle aussi, puisqu'on est toujours dans le business, l'économie circulaire. Aujourd'hui, en termes d'économie, on ne peut pas abuser. Les énergies fossiles, elles ne sont pas renouvelables. Ben, il faudra bien qu'à un moment, on trouve la parade ou bien l'énergie
substituable qui va nous permettre de continuer à vivre. Mais l'entreprise est inscrite dans l'environnement. Et en termes d'inclusion, pour aller vers la question que vous avez dit, c'est-à-dire que quand on parle d'inclusion, j'aime toujours revenir à la définition. On parle d'inclusion c'est tous ceux qui sont dans le cercle, qui sont à l'intérieur. Donc, l'inclusion, c'est faire en sorte que tous ceux qui sont exclus entrent dans le cercle, entrent dans l'entreprise. Parfois, les gens sont marginalisés. Vous êtes handicapé, moteur ou mobile. Parfois, vous ne trouvez pas votre place dans l'entreprise. Ou l'entreprise ne sait pas vous faire de place. Vous avez arrêté vos études. L'entreprise aujourd'hui va vous dire non, pour atteindre ce niveau, il faut avoir un bac, il faut avoir un BPC. Donc, on a les femmes aujourd'hui, le woman empowerment. Aujourd'hui, les femmes disent on veut exister. On veut avoir les mêmes, et elles prouvent qu'elles sont les mêmes force opportunités déjà. En termes économique. d'emploi, on va vous dire non, ça c'est un métier d'homme. Déjà les mêmes opportunités en termes d'emploi. Ensuite, on va avoir la même paye. Selon les études, quand un homme gagne $1, une femme gagne 60 à 80 cents. Pourquoi ce gap de 20 à 40% entre le salaire d'un homme et d'une femme? Alors qu'ils vont produire le même travail. Peut-être pas dans la même intensité, peut-être pas dans la même qualité, mais après, c'est appréciable. Mais quand on vous embauche à la base, pourquoi n'aurions-nous pas le même salaire? Après, moi, si j'ai 13 ans d'expérience, vous n'en avez qu'un, peut-être mon expérience va faire en sorte que j'ai un peu plus. Voilà. Mais quand vous êtes, par exemple, une banque, est-ce que vous pensez aux jeunes dans la banque? Il y a peut-être des jeunes qui ont des parents. Est-ce qu'il y a un produit qui permet aux parents aujourd'hui de mettre de l'argent de côté pour leurs enfants? Vous êtes une chaîne de télévision. Est-ce que vous avez une émission qui s'occupe de l'urban? Tous ces jeunes, ils sont là dans les MAPAN, ils ont des activités. Est-ce qu'on s'intéresse à leurs activités? Est-ce qu'ils se reconnaissent dans l'image que vous projetez, dans les émissions que vous projetez? Après, il faut toujours, rappelons-nous, que ce soit dans un business contexte, que ce soit rationalisé et que ce soit pour ramener du profit aussi à l'entreprise. Donc, très intéressant, Salomon et Man, toutes ces questions en rapport avec l'environnement aujourd'hui et l'inclusion sociale. Toutes les classes de la société doivent se retrouver au sein d'une entreprise. Et puis, il y a le quatrième élément qui est la supply chain. C'est comme ça que vous l'appelez. D'abord, c'est quoi? Et ensuite, on se rend compte que son principal enjeu, quelque part, est la gestion des risques seulement, ou bien il y a autre chose derrière? Supply chain, je rappelle qu'il est question de chaîne d'approvisionnement, si je ne me trompe pas. Donc, supply chain management, c'est la gestion de la chaîne d'approvisionnement. D'accord. Mais pour faire plus simple, c'est comme l'appareil cardiovasculaire. C'est lui qui pompe le sang et l'envoie dans tous les organes. Le cerveau, les doigts, les yeux, les oreilles, les pieds. Donc, vous pompez les matières premières, donc du fournisseur primaire initial jusqu'au client final. Donc, on pompe les marchandises et on les envoie. Et la supply chain, c'est aussi trois choses. La gestion des flux. D'accord. Quand on parle de supply chain, il y a d'abord le flux physique. Il y a toujours une marchandise, quelque part, un matériel, un ingrédient, quelque part, qu'on prend. Et puis, il y a les flux financiers. Tout ça, ce n'est pas gratuit. Il faut payer. Donc, aujourd'hui, comme quand on faisait chez SDV le cross-dock, vous pouvez être au Gabon, on fait un projet comme la SAG, la SAG, donc l'autoroute qu'on est en train de faire actuellement, on a besoin pour ça d'une machine pour concasser les pierres et faire du gravier. La machine se trouve en Chine. Mais les fonds qui ont été octroyés se trouvent en France. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des flux. Il y aura un flux physique, une machine qui va quitter de la Chine jusqu'au Gabon. Il y aura un flux financier de la France jusqu'en Chine. Et puis, il y a le flux de matériel qui va tourner entre les deux et le travail qui va se faire. Donc, une entreprise qui se veut dynamique pour demain doit savoir gérer ces trois éléments indispensables pour son épanouissement économique et son profit. Voilà, savoir gérer ses flux, mais savoir aussi gérer en termes de supply chain, il faut être efficient. Quand on parle d'efficient, c'est faire bien, vite et à moindre coût. Bien Donc, résumé. en logistique, on parle toujours de QCD. Qualité, coût, délai. C'est un triangle équilatéral. Voilà. Alors, avant de nous séparer, Salomon et Man, voici la question de l'internaute. C'est celle de Karl. Depuis Lomé, c'est au Togo. Alors, je lui dis quelles sont les compétences indispensables pour transformer son entreprise. Bon, aujourd'hui, une des compétences indispensables,
pour faire simple, c'est celle que Jack Welch disait, il disait ouvrez les portes et les fenêtres de l'entreprise. Aujourd'hui, écoutez les gens. Il faut suivre d'où vient le vent. Et pour ça, quand on parlait de strategic data management, une des compétences, c'est de savoir écouter pour pouvoir innover. Pour améliorer son entreprise, ayez les oreilles et les yeux ouverts sur les ressources que vous avez actuellement. Vous avez deux employés, discutez avec eux. Vous avez des clients, parlez avec eux. Des fournisseurs, parlez avec eux. Ils peuvent aussi devenir vos partenaires. Et ça, c'est déjà à moindre coût. Très bien, la communication et l'écoute. Merci beaucoup à vous, Salomon Eman. Je rappelle que vous êtes senior advisor, vous êtes conseiller en stratégie. Vous avez répondu à notre appel pour parler des challenges de l'entreprise de demain à l'heure de la relance des économies. Alors, les entreprises en croissance font face à un ensemble de défis en rapport avec l'agilité, l'intelligence collective, le leadership ou encore la logistique. En cette période difficile, reconnaître et surmonter les pièges communs associés à la croissance est essentiel si votre entreprise doit continuer à croître et à prospérer. D'après les experts, vous devez vous assurer que les mesures que vous prenez aujourd'hui ne créent pas en elles-mêmes des problèmes supplémentaires pour l'avenir. Une direction efficace vous aidera à tirer le maximum des opportunités, créant une croissance durable et inclusive pour l'avenir de votre société. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.